Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zone Training Nutrition. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raphaël Couet, maître d'Apkido Jin Jung Kwan. Je vais le laisser se présenter et on continue juste après. Bonjour à tous, Raphaël Couet, pratiquant d'arts martiaux coréens et particulièrement l'Apkido Jin Jung Kwan depuis plus de 20 ans maintenant, et petit à petit j'ai été le responsable européen pour le style de l'Apkido JJK. Très bien, merci Raphaël. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, par rapport à l'Apkido, je présume que tu continues de suivre un petit peu toutes les actions. On suit toujours l'actualité de l'Apkido de manière générale, puisqu'on est toujours tributaire un peu de ce qui se passe sur l'Apkido et en France et dans tous les pays, et surtout la Corée, où l'Apkido il évolue beaucoup en ce moment, où les fédérations se rejoignent, où il y a la création de l'Apkido un peu sportif, qui est versus l'Apkido traditionnel un petit peu. Donc il y a beaucoup de choses à suivre. Et puis en parallèle, tout le développement de l'Apkido JJK qui se passe en Europe et dans les pays bien sûr qui désirent nous rejoindre chaque année. Donc on est obligé d'être toujours sur le qui-vive et toujours d'être présent et toujours répondre aux interrogations de tous les pays et de toutes les personnes qui désirent nous rejoindre. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fédération de la Côte d'Ivoire veut nous rejoindre et veut essayer qu'on envoie des cadres pour former leurs représentants et leurs cadres aussi au sein de la fédération. Et est-ce que tu penses, Raphaël, justement par rapport à ça, que ce qui se passe en Corée actuellement, on aura ces répercussions, nous, de ce côté aussi sportif qui pourrait peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, aider au développement en tout cas? L'avantage d'avoir le côté sportif, c'est d'avoir une vitrine sur l'Apkido et peut-être d'attirer plus de personnes par le biais des compétitions. Et par contre, c'est vrai que ça ampute l'Apkido de son côté plus traditionnel et plus côté self-défense et art martial traditionnel, qui était fait pour ça à la base, qui n'a jamais été fait pour le côté sportif, qui en Corée a surtout été introduit par l'intermédiaire des universités, qui ont un pôle, chaque université a un pôle très important au niveau martial, du taekwondo, tous les arts martiaux coréens, du judo, le taekwondo et maintenant le Apkido. Et ces dernières années, il y a l'organisme qui est un peu qui concurrence les JO, le CIO, qui organise tous les 3 ans la compétition la plus importante des arts martiaux mondiaux, qui s'appelle le World Martial Arts Mastership, qui fait venir plus de 200 nations avec 4000 compétiteurs en 2019 et qui introduit donc le côté sportif du Apkido. Et je pense que le but étant de créer une compétition de plus en plus vaste, de plus en plus internationale et fatalement les fédérations délégataires en France vont être amenées à y participer et puis à suivre le mouvement forcément. D'accord. Ok, très bien. Bon, on souhaite en tout cas, moi tu sais que j'en fais bien partie. Voilà, on se tiendra toujours au courant. On se tiendra toujours au courant à ce niveau-là. Pour revenir donc sur l'Apkido, Raphaël, si tu devais nommer l'un de tes plus grands souvenirs de ta carrière de pratiquant d'Apkido aujourd'hui, à ce jour, ça serait qu'est-ce qui te reste? L'un des plus grands souvenirs. Il y en a pas mal, il y en a eu beaucoup, mais là parfois, il y a toujours le moment où on rentre dans l'équipe nationale de démonstration coréenne, qui est quand même un bon privilège quand on est le seul étranger à en faire partie à ce moment-là. Donc c'était un grand moment, c'est un bon challenge, en même temps à relever. Après, il y a en 2008 aussi les championnats du monde en Corée où ça se passe dans l'université de police de Séoul, où il y a toutes les télés coréennes et on est choisi par le grand maître pour être son partenaire, son shooter pour la démonstration de la cérémonie d'ouverture. Où aussi on fait la cérémonie d'ouverture avec l'équipe de démonstration nationale. Il y a, voilà. 기술들을 대표 시범단 그리고 여러 합기도인들이 전수를 받으면서 오늘날의 합기도가 많은 방금 보시는
네, 프랑스 라파엘 사람이 직접 공격자로서 수고를 해주고 있습니다. Il y a la compétition 2003 qu'on a fait aussi, les championnats du monde de l'école d'Injungkwan, où on a fait une belle équipe aussi avec des médailles. Donc il y a pas mal de moments un peu... important et qui ponctue la pratique et puis qui aide aussi à relancer la motivation, le dynamisme. Mais s'il y a des moments, hein, si on peut regrouper tous ces moments, ça se passe souvent sur les voyages en Corée. Et je pense que c'est des moments intensifs par la pratique sportive et aussi intenses au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on fait, et qui ressoude un peu le groupe. Parce qu'à chaque fois, on y va, enfin, dans les débuts, on y allait individuellement, mais petit à petit, on a amené des groupes, et ces groupes-là qui ont vécu la Corée, c'est quand même, après, chez nos pratiquants, c'est quand même des gens à part. C'est comme à l'armée, il y a ceux qui font partie des, on va dire, des militaires de base, et puis il y a les commandos, on va dire, ceux qui ont fait le stage commando. Bah, chez nous, il y a les pratiquants qui sont dans le club, ça n'enlève rien à toute leur motivation et tout ce qu'ils apportent au sein du club. Et il y a ceux qui sont passés par le stage Corée, qui ont quand même ce plus, et puis ce plus surtout, je pense, dans la mentalité et d'aller chercher plus loin. Ouais. Parce que pour rebondir, donc, je sais que j'en ai fait plusieurs, hein, on en a fait plusieurs ensemble, et c'est vrai que c'est une épreuve au-delà même du physique. J'ai souvent dit, et je suppose que toi tu as dû dire la même chose à tes élèves, qu'à un moment donné, en fait, c'est même plus le corps qui est là, c'est peut-être là où on voit la différence entre l'art martial et peut-être un côté sportif. Ouais, c'est ça la Corée, c'est qu'il n'y a pas de plan on va dire, d'entraînement. Hein. On pousse au-delà de ses limites, et c'est surtout un travail mental. Je pense que c'est un travail mental d'avoir 6 heures d'entraînement par jour, un très intensif, de se lever le matin en sachant que le corps ne va pas suivre, mais d'être présent sur le tapis. Et ça pousse justement au-delà de ses limites, surtout mentalement, ouais. D'aller chercher au fond de soi. Oui, voilà, le dernier coup de pied. Ouais, c'est ça. C'est le dernier d'ailleurs. On pense toujours que c'est le dernier, mais il y a toujours une nouveauté qu'on nous apporte pour nous amener encore plus bas que ce qu'on peut être. Pour rebondir, Raphaël, sur justement, tu parlais d'un des plus beaux souvenirs, tu parlais de l'équipe de Corée. Aujourd'hui, s'il y avait un nom que tu avais à me citer de cette équipe, quelqu'un qui t'aurait vraiment marqué dans cette équipe coréenne, donc un Coréen qui à cette époque t'a vraiment marqué. Pour moi, c'est le maître Chung Sun-chol, un des plus grands élèves et des plus anciens élèves du grand maître Chang-soo. C'est quelqu'un qui, de par déjà sa prestance, il est exceptionnel. Techniquement, physiquement, il est parfait. C'est le pratiquant parfait. Le moule, quoi. Ouais. Et finalement, il avait des fonctions en plus dans l'équipe de démo En fait, il supervisait toujours. Hein. On voyait qu'il était toujours en retrait. C'est toujours quelqu'un qui supervisait. Il laissait toujours il n'intervenait jamais dans les décisions, dans ce que prenait le capitaine de l'équipe de démonstration, mais il avait toujours un regard très critique et il supervisait toujours. C'est d'ailleurs lui qui était désigné pour reprendre l'équipe de démonstration à l'époque, après le grand maître. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est venu aussi en France, et quand on le voit sur le tapis, quand on le voit pratiquer,
la technique, et que ce soit coup de pied ou la technique au Shinsu, la self-défense, c'est millimétré, quoi. D'accord. C'est millimétré. Ouais. J'ai bien ce souvenir et je le confirme. Je le confirme. Et au niveau, pour revenir un petit peu sur la France, si aujourd'hui, tu vois, je te demandais quelques élèves, une petite poignée, parce qu'on pourra, je me doute qu'avec toutes les personnes que tu as rencontrées, on ne pourra pas tous les nommer, mais si tu avais une poignée d'élèves, ou si aujourd'hui tu voulais leur dire un petit message d'encouragement, et puis dire qu'ils t'ont marqué quand même au niveau français, moi ce que je retiens après toutes ces années de pratique, hein, puisqu'on voit défiler beaucoup de pratiquants, beaucoup de personnes, s'il y a un groupe qui pour moi a su on va dire réussir son chemin dans l'apkido, c'est le noyau dur des premiers pratiquants. La première génération, parce qu'on est arrivé dans le début des années 2000, hein, après la Corée, on a eu tout à construire. Ces élèves-là étaient les premiers. On a eu tout à faire en France et au jour d'aujourd'hui, ils sont encore là, ils sont encore sur le tapis. Ils ont pour la plupart presque 20 ans de pratique du apkido. Et ce noyau dur, ce noyau d'anciens, je dis de toujours la première génération, hein, comme toi, Bruno, Damien, Frédéric, Jérémy, un peu plus tard il y a eu Miloud aussi, voilà. C'est tout ce groupe d'anciens qui, pour moi, ça reste un exemple de persévérance. Et voilà, ils ne se sont jamais sentis arriver au bout du chemin. Ils se sont toujours remis en cause, en question. Et on le voit aujourd'hui, c'est le groupe encore qui est toujours aussi soudé et qui est toujours là pour aider au développement de l'apkido et sur les tapis, quoi. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je pense. Parce que après ce groupe-là, on a eu d'autres petits noyaux qui se sont créés, mais jamais un tel niveau d'investissement encore. C'est-à-dire que la porte d'entrée, finalement, à la Corée et à cette pratique d'apkido, tu as senti une différence entre ces générations-là, ces premières, ouais. Voilà, on s'est retrouvés ensemble. Tu y mets une différence par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui? Eh ben, comme tu as pu le constater, tu pourras en témoigner, c'est que les premiers voyages en Corée qu'on a fait dans les débuts des années 2000 et les stages en Corée qui peuvent se faire maintenant, il y a quand même une grosse différence, hein. Au niveau de l'intensité du travail, il y a on va dire qu'elle est presque équivalente. Mais au niveau du confort, au niveau de tout ce qui entoure le stage, on reste quand même sur quelque chose de plus difficile à encaisser, hein. Quand on dort par terre tous les jours, quand on mange, on dort, on fait tout dans la salle d'entraînement parce que voilà, on est toute la journée. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, le planning est prédéfini, les gens dorment à l'hôtel, ils ont une liberté de mouvement qu'on n'avait pas nous à l'époque. Parce que, pas qu'on n'y avait pas le droit, hein, je pense, c'est qu'on n'avait pas cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas posé la question de la liberté de mouvement. En fait, on était dans un tunnel. Pour nous, on y allait apkido. Voilà, on était dans le tunnel apkido et on ne cherchait pas trop à s'en détourner, hein. On mettait le dobok le matin et on le quittait le soir. Et puis on avait une petite sortie le week-end. Et voilà, c'était. Ça reste des très très bons souvenirs en tout cas, hein. Très très bons souvenirs. Et pour revenir donc sur cette nouvelle génération que moi j'ai pu aussi côtoyer et que je trouve d'une qualité technique assez exceptionnelle. Comment eux, ils ont pu en arriver là? Alors effectivement, on dit qu'il y a un petit peu moins de souffrance sur certains points. Ouais. En tout cas, dans la pratique, ils sont bien présents aussi. Ah ben, de mon analyse, je pense que cette nouvelle génération, elle a bénéficié justement de tout le travail qui a été fait en amont par cette première génération qui, comme nous, hein, j'en fais partie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant d'apports techniques de détails, on va dire, dans les détails. On était souvent laissés à nous-mêmes pour comprendre, pour analyser, pour travailler. Alors qu'aujourd'hui, ils bénéficient de tout ce travail. En fait, ils ont une étape en moins de la réflexion. Là, on leur apporte la technique avec tous les détails, tous les angles, toutes les choses à travailler. Alors que nous, à l'époque, on est passé par cette étape de compréhension, analyse,
décortiquer la technique, la retravailler, la recomprendre. Et du coup, on a amené un protocole d'apprentissage qui est hyper bien construit. Ça a synthétisé, c'est super bien compris. Ils ont tout de suite la bonne direction, tout de suite le bon angle, la bonne chose à faire. Et du coup, ils assimilent beaucoup plus vite la technique, sans erreur, sans revenir par une analyse. Et puis, même nous, on a mûri. Et dans notre regard et dans notre critique sur la technique, on peut corriger beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement le travail technique des nouvelles générations. Et c'est vrai que tous ces nouveaux enseignants qu'on a, Diego, Alex, Mika, Kevin, Dimitri, toute cette équipe-là de jeunes, ils ont un niveau exceptionnel qu'ils ont acquis dans un temps record par rapport à nous. Oui, par rapport à nous, parce que du coup le chemin était beaucoup plus court. D'accord, très très bien. Pour revenir sur le Hapkido, et toi tout particulièrement, aujourd'hui tu pratiques toujours l'Hapkido. Et cette pratique, est-ce que tu y vois aujourd'hui une évolution par rapport à celle justement que tu as pu connaître dans tes débuts? Pas en termes de qualité technique bien sûr, mais en termes de manière de faire. Toujours, ouais, on évolue toujours je pense, on évolue toujours. On est au départ, on est un peu fougueux, on fait, on ne se pose pas la question, on ne se met pas de limite, ni physiquement, voilà, on fait la technique, alors que maintenant on a plutôt une analyse plus poussée, on fait attention, on se préserve aussi, hein, parce qu'on est moins jeune, donc par ce biais, je pense aussi, on affine sa technique. Parce que des fois, on fait la bonne technique, on le fait d'une manière un peu plus instinctive, alors que là, on a un recul sur la pratique. Et puis, avec l'expérience aussi, on s'adapte. On s'adapte beaucoup mieux. On s'adapte par les blessures qu'on a eues, on s'adapte par l'expérience. On va pas enchaîner, par exemple, 10 000 coups de pied qu'on aurait pu faire plus jeune pour acquérir la technique. Maintenant, on l'a. On sait qu'on est capable, sur un mouvement, de déployer tout le potentiel de la technique, alors qu'avant, il aurait fallu peut-être 10 coups de pied pour arriver à ajuster sa technique. Mais je pense que, ouais, on retrouve cette évolution aussi, pour moi, chez le grand maître. Il y a 20 ans, plus de 20 ans, quand je l'ai connu en Corée, et maintenant, j'ai vu aussi, moi, de mon côté, une évolution technique de son côté. J'ai l'impression que voilà, c'est encore plus naturel, c'est plus fluide. Et justement, pour revenir sur le grand maître, ce qui interroge beaucoup de personnes, c'est cet échange, ce lien que vous avez l'un l'autre. Comment tu l'expliques, ce lien aussi fort finalement? Moi, je l'ai déjà entendu personnellement t'appeler mon fils, quoi. Donc, cette force vient d'où? Est-ce qu'elle est explicable pour toi? Non, je pense que ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de plan. La chimie naturelle et puis un bon relationnel. Et puis je pense qu'aussi de son côté, le fait de voir venir un petit étranger se déchirer à chaque entraînement et puis pousser ses limites à chaque fois et puis revenir et puis maintenir le lien aussi parce que les premiers voyages c'est difficile, pas parler un mot de coréen et rien du tout et puis essayer quand même de donner un petit coup de téléphone de temps en temps, garder le lien et puis je pense que petit à petit ça s'est fait naturellement et voilà, après, c'est vrai que même les Coréens, souvent, ils nous demandent mais comment vous vous comprenez? Parce que même eux, on s'est inventé un langage et même les Coréens, on dit mais j'ai rien compris de ce que tu as dit le grand maître. Ouais, mais bon, à force d'avoir un anglais coréen en français mélangé, un peu tout combiné, on arrive à vraiment à bien se comprendre. Et puis, voilà, je pense qu'aussi, il y a ce côté filiation et filiale aussi de soutenir. Moi, on s'est toujours, lui comme moi, soutenu dans les moments difficiles qu'il a pu avoir dans sa vie et lui aussi de mon côté. Donc ça resserre les liens aussi. Justement, c'est un lien qui va à un moment donné qui est au-delà de la pratique de l'art martial, de la complètement, complètement. Au départ, on y va seulement pour la pratique.
Moi, j'y suis allé pour rencontrer un technicien, quelqu'un qui allait m'apporter dans la pratique de l'apkido. Et petit à petit, ben, on rentre un peu plus dans le personnel, quoi. On va manger ensemble, on va faire des sorties ensemble, on fait des choses qui sont à part la pratique et qui du coup fait découvrir la personne d'une autre facette, d'un autre côté. Et petit à petit, on arrive à être plus... Il y a le côté martial, côté tapis, côté apkido. Et il y a le côté après un peu plus personnel, où on arrive, c'est vrai, à avoir une relation très proche, quoi. Eh bien, et pour revenir encore sur le grand maître Li Changsu, justement, toi, alors à tes yeux, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qui leur est de si exceptionnel finalement? Tu vois, si on regardait un autre pratiquant d'un bon niveau, est-ce que lui, il a quelque chose que tu vois en plus? Bah, moi, durant tous mes voyages en Corée, durant tous les voyages que j'ai pu faire hein, dans le monde, hein, pour le Hapkido, j'ai eu la chance de rencontrer de plein de grands maîtres de Hapkido. Déjà, une chose qui est commune à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, c'est que la plupart m'ont toujours dit que si on ne connaissait pas le grand maître Li Changsu, on ne pratiquait pas l'Hapkido. C'était impossible. Après, je pense que c'est une personne, comme dans tous les sports, dans tous les arts martiaux, où à un moment donné, il y a quelqu'un qui émerge. Quelqu'un qui est fait pour ça, voilà, il est fait pour le Hapkido, son corps est fait pour le Hapkido, tout est calibré pour ça. Et c'est quelqu'un, en même temps, qui s'est jamais reposé sur son savoir. Il a toujours cherché à tester sa technique, à tester son savoir dans le monde entier. Et il y a beaucoup, malheureusement, de grands maîtres qui restent en Corée, qui font très peu de stages à l'étranger, qui ne testent pas la technique parce que face à un Russe et un Coréen, c'est pas la même chose. Hein. Un Coréen, il y a ce respect vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis de la personne qui est plus âgée, donc il y a plus tendance à se laisser faire qu'aller faire un stage en Russie, comme on l'a fait, où les gens viennent pour tester, ou à la Légion étrangère, ou alors au SWAT en Corée, ou alors à tous ces endroits où il a pu réellement travailler et peaufiner sa technique. Et du coup, c'est devenu quelqu'un d'extrêmement efficace, quoi. De vraiment hors norme, donc on pourrait le comparer finalement, si on parle de Hapkido, ça serait un petit peu le Lionel Messi, le Ronaldo, alors suivant qui on préfère dans le football, mais, ou le Michael Jordan dans le basket. Ouais, c'est ça, pour moi c'est un peu ça, voilà, c'est quelqu'un qui sort du lot. Bien entendu, hein, c'est pas le seul, il y a d'autres, comme même avec le grand maître Li Changsu, on en parle, pour lui aussi il a ses références en Hapkido. Pour lui, le grand maître Hwang Dok-kyu, donc le premier élève du grand maître Jeonje, hein, qui était en Corée, à Séoul, pour lui aussi c'est une référence technique, c'est une référence, voilà. Chacun, je pense, en fait a ses références vis-à-vis aussi de sa pratique. Et puis voilà, je pense que mondialement il est reconnu, c'est pas pour rien. Et puis on le voit sur sa pratique, il est quand même d'une explosivité et d'une puissance extraordinaire. Eh bien, on aura quelques images qui vont se rajouter à ce qu'on vient de dire. Alors j'en profite moi pour un petit message à Raphaël, qui a été mon maître, qui est toujours mon maître d'Hapkido. Ce que je voulais dire, c'est qu'il parlait de moules ou de personnes qui émergent justement comme ça, qu'on revoit sortir. Alors j'ai eu la chance, moi, de partir à de nombreux voyages en Corée. Je l'ai accompagné, on a pratiqué ensemble. J'ai appris l'Hapkido à ses côtés dans les premières générations. Je continue d'apprendre à chaque voyage en Corée ou même quand je viens tout simplement à Lyon. Et on parle de personnes qui émergent comme ça et qu'on voit hors les autres. Et moi, c'est à toi que je voulais rendre hommage, Raphaël, parce que justement, je trouve que tu fais vraiment partie de cela. Tu es cette personne qui ressort, que je trouve qui est unique. C'est-à-dire qu'en Hapkido, vous verrez, on vous mettra quelques images plus tard dans le montage. On a plusieurs parties. Et c'est très difficile pour un pratiquant d'arts martiaux ou d'Hapkido, ce que je connais le plus, d'être... j'allais dire doué ou bon dans tous les domaines. Et toi, tu es cette personne qui a su, pour moi, être au plus haut niveau de chacun des domaines qu'on a, que ce soit sur les chutes, que ce soit sur les coups de pied. J'ai assisté à des scènes, on en parlait tout à l'heure en off, à des scènes en Corée. Alors bien sûr, on avait qu'une petite vingtaine d'années de moins.
C'était une nuit où on n'avait pas dormi, donc je vous explique cette petite anecdote. On n'a pas dormi, on est dans une salle, je crois que c'était à Ansan, une ville de Corée, et on avait la chance de s'entraîner avec l'équipe de démonstration coréenne, de préparer une démo, et il est appelé alors qu'on est à moitié en train de dormir, on a très peu dormi, et là on lui demande de faire le coup de pied que vous allez voir juste derrière au montage, sans aucun échauffement. Donc voilà, je vous laisse un petit peu vous rendre compte, et tout ça, après, à l'époque, c'était peut-être 7-8 heures d'entraînement jour, très peu de sommeil parce qu'on dormait presque pas. Donc voilà, je voulais te C'est tirer gentil, hein. mon chapeau, Raphaël, parce que vraiment, tu fais partie de cette Ouais, pratique hors norme, quoi. mais je pense qu'aussi on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul, on y arrive parce que on a quelqu'un qui nous pousse, hein, qui nous tire là-dessus, hein, qui nous, comme le grand maître, il nous enseigne à pas se mettre de limites, mais aussi c'est parce qu'il y a une équipe derrière. Comme je dis, c'est pas un travail seul, il y a une équipe derrière aussi qui motive. Peut-être que ce jour-là, si j'avais été tout seul en Corée, dans mon coin, dans mon truc, peut-être que ce ne serait pas passé comme ça. Derrière, qu'on sent l'émulation aussi, hein, les copains, les trucs, on est en Corée, on est là, ça aide aussi à se pousser, Oui, ça aide bien. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Bon, Il y a le côté, oui, mental, on ne se met pas de limite, mais il y a aussi, je pense qu'il y a le soutien de l'équipe aussi qui a... voilà, mais c'était aussi, je parlais aussi moi de capacité, c'est-à-dire que la détermination, bon, tu sais que je faisais peut-être partie aussi de ceux qui étaient déterminés, mais cette capacité à assurer sur tous les plans, bah, toi tu l'as, quoi. Enfin, tu l'as eu en tout cas, et encore aujourd'hui, tu es largement capable de prouver des choses. Voilà. En tout cas, bravo Raphaël pour ce parcours qui pour moi sort complètement de l'atypique, quoi. Là, on va changer un petit peu de sujet. On va revenir sur la deuxième partie, parce que sur notre chaîne, comme tu le sais, on parle de sport. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était l'apkido, un art martial, et on parle nutrition. Alors, je voulais savoir si toi, dans ta pratique, parce qu'on reviendra un petit peu sur la pratique et sur l'alimentation, dans le domaine alimentation, est-ce que cette pratique d'apkido impose d'avoir une alimentation spécifique? On va dire, normalement, non. Moi, je suis pas un grand... Bon, c'est pas que je suis pas fan de la nutrition, attention. C'est que ça va un peu avec, je vais dire, avec l'évolution de la pratique. Au départ, on n'y fait pas attention, hein. On est jeune, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, hein. Même si on va chercher dans toutes ces ressources et tout, on en a toujours un petit peu. Et c'est vrai que petit à petit, en prenant de l'âge, hein, bien sûr, ben on se dit ouais, ce serait peut-être bien de perdre un peu de poids parce que les articulations ils ramassent. Et puis j'ai ci, et puis j'ai ça, et puis j'ai un peu mal aux articulations. Donc après on fait plus attention, je pense, à ce qu'on mange. Par exemple, il y a 20 ans, j'avais pas de difficulté à manger 2 gros steaks sur un repas. Et alors qu'aujourd'hui, la viande, j'en mange très peu. J'en mange peut-être une fois par semaine et je privilégie plutôt une viande blanche. Voilà, donc fatalement, sans s'en rendre compte, on rentre dans la nutrition, on y vient. Bah, on mange moins quand même de pâtes, les féculents, les choses comme ça. Est-ce que ça a un réel intérêt d'en manger autant? Non. Peut-être qu'on va se faire un bon plat de pâtes parce qu'on sait qu'on a un truc le lendemain bien intensif, donc on se dit on va se faire ces petites réserves. Et puis moi je me rends compte qu'aujourd'hui je mange beaucoup plus de légumes et pas, voilà, des légumes, des fruits, très peu de viande. Et on y arrive. Et en parlant de nutrition, moi, je me rends compte que d'année en année, j'incorpore de plus en plus de compléments alimentaires. Des choses pour un peu les articulations, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne retrouve plus, hein, dans la nourriture, hein. Le magnésium, des petites cures de magnésium. Et puis, j'ai découvert ça aussi en même temps que la Corée. Ils mangent très sainement. Il y a beaucoup de légumes, très peu de gras, de graisse, de sucre, quasiment jamais de sucre.
Alors que moi, avant l'apkido, ayant travaillé dans la boulangerie, j'ai envie de dire, je me gavais de sucre. Donc maintenant, j'en mange très peu. Le sucre que je prends, il est principalement issu des fruits. Donc on y arrive, hein. Je pense qu'on y arrive petit à petit. Tu es dans cette transition, finalement, ce changement de métabolisme qui, comme tu dis, il y a une vingtaine d'années, tu ne ressentais pas forcément pas le besoin. Et un peu passé, on se dit, bon, bah... C'est ça. Moi, je pense que ça... Il y a les grands sportifs qui, eux, le font directement parce qu'ils sont suivis, parce qu'ils ont ce staff derrière qui les aide à tout de suite rentrer dans une alimentation nécessaire pour leur pratique. Nous, dans les arts martiaux, on ne le ressent pas parce qu'il n'y a pas ce côté sportif intensif, bien que l'entraînement est très intensif, mais voilà, on n'a pas ce but de performance. Et eux, ils ont tout de suite le staff parce qu'il y a la performance à atteindre. Mais de notre côté, je pense qu'on y arrive parce que voilà, pour le bien-être et pour pouvoir durer longtemps, je pense que c'est nécessaire d'avoir une alimentation qui est équilibrée et éviter de manger n'importe quoi. Et puis voilà, faire des petites cures et de tas de compléments alimentaires qui nous manquent, qui nous permet aussi d'avoir une bonne récupération, éviter les blessures, parce qu'à notre âge, on récupérera beaucoup moins vite. Et du coup, c'est notre pratique qui va tout de suite Donc on pourrait conseiller, de par notre expérience maintenant, même aux plus jeunes qui nous regardent, que ce soit de commencer tout de suite. Commencer un peu plus tôt. Commencer tout de suite. Non, vraiment faire attention. C'est quand même des pratiques qui sont traumatisantes. Et donc, plus vite on fait attention à ses articulations, à son corps, et le bénéfice, on va le ressentir beaucoup plus vite, quoi. Et je pense qu'il faut l'intégrer maintenant. C'est un truc... qu'on n'y pensait pas, nous, avant, mais je pense qu'avec le recul, c'est bien de l'intégrer au plus vite. Et puis, comme en Corée, il y a toujours eu des cures de ginseng, des choses qu'on nous donnait. Ils ont pareil, leur pharmacopée un peu... et on voit, ils prenaient toujours des petites fioles de quelque chose pour... voilà. Et c'est que des produits naturels, que des plantes ou des racines. Et donc, eux le font parce que c'est dans leur mœurs, et nous, il faut le... On l'incorpore dans... je pense qu'il faut le... je pense que c'est important. Merci Raphaël pour cet échange. Donc là, on est arrivé sur ce fameux moment où on va passer un petit moment de pratique. Alors vous savez que parfois, c'est plutôt du défi. Là, je savais que c'était peut-être pas quelqu'un qu'il fallait défier, donc j'ai préféré lui proposer un moment d'échange. Donc on se retrouve tout de suite après cette petite intro. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Donc pour le moment pratique, on va travailler sur différentes techniques. Ça va permettre à tous ceux qui ne connaissent pas ou ceux même qui connaissent l'apkido de voir, ou des techniques qu'ils connaissent déjà, qui pourront voir un petit peu plus de détails. Puis ceux qui ne connaissent pas se rendent compte à comment ça se passe à l'apkido. Alors je vais saisir Raphaël, je me lance quand même, on parlait que ce n'était pas un défi, je vous garantis que c'en est quand même un parce que ça picote. Donc je vais le saisir un petit peu de partout et puis vous allez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut proposer. Okay. Ça, c'est des... Okay. Pas de balancer. Hein. Donc là en fait on partait, on va vous la redécomposer celle-ci un petit peu pour qu'on se rende compte toutes les actions qu'il y a. Je pense surtout aux débutants qui ne voient pas ce qui se passe. Ici il me pousse par 2 points de pression vers l'aine, ça me permet, moi ça me fait reculer. Là on lève les épaules, la frappe et une projection. Ok. On va venir sur une saisie. Allez. Une saisie. Ok. D'accord, donc là, je ne sais pas si vous avez vu, on va se mettre dans l'autre sens. Saisie donc au niveau du cou. Je sécurise, le pic et une petite clé de poignet. Donc dans l'action, là, si on se rend bien compte, il n'est pas venu me piquer à la gorge parce que je serais peut-être parti s'il ne m'avait pas saisi. Donc il y a toujours cette notion en apkido où voilà, il m'a déjà coincé, quoi. On contrôle et on sécurise la saisie. Petit cadeau. Allez, on va se faire un revers. Revers. Ok. Et cervical. Allez, on va partir donc sur un jeu là de réactivité.
Alors bon, vous savez, je vous l'ai dit, hein, je ne provoque pas, mais je vais le saisir, il va me faire une technique, et puis on va tester ma réactivité, on va voir si je ne suis pas trop pourri, si je suis capable de répondre à peu près de la même manière qu'il aura répondu. Ok. Ok. Merci. Merci Steve. Bon écoutez, merci beaucoup. Pour moi en tout cas, ça a été un grand plaisir d'être en compagnie de Raphaël Couet. J'espère que vous aurez apprécié ce moment. On a déjà l'idée de faire un reportage, donc la prochaine fois ça sera sur Lyon. Tu peux nous donner l'adresse de tes... À Saint-Didier-au-Mont-d'Or, le club principal, voilà, l'espace Laurent Bonnevet. Très bien. Donc on se retrouvera à Saint-Didier-au-Mont-d'Or pour la prochaine fois où on fera un reportage donc, sur l'apkido avec beaucoup plus de détails que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, Merci. bye bye. Merci. Merci Steve.